Et voilà. Donc, Bon, ça tourne. Est-ce que je suis dans le cadre là? oui. Bien? Oui. Bon. Alors, j'ai organisé cette petite réunion pour apporter quelques précisions sur le site de Pour que la paix existe, parce que j'avais, comme vous pouvez le lire, écrit les trois pierres d'achoppement d'une société que je juge équilibrée. Et je pense que pour que la société ne soit pas source constante de critiques et de heurts et de batailles et de toutes ces luttes qui surgissent entre les hommes, je pense que ça n'est absolument pas nécessaire pour évoluer. Et je pense que pour évoluer et pour vivre une vie qui est, bien sûr, en acceptant tous les aléas de la vie, qu'on est obligé d'accepter, comme celui qui vient d'arriver, on est bien obligé d'accepter la vie, d'accepter la mort avec tous ces mystères. Mais je voulais poser comme pierre d'achoppement d'une société qui comporte de l'honnêteté trois ordres qui sont rigoureux et qui me paraissent indispensables. C'est l'élimination des armées nationales le même jour à la même heure, par le moyen d'un référendum planétaire qui demande à tous les êtres humains en âge de voter de se prononcer sur cette dissolution. Sont-ils pour ou sont-ils contre l'existence des armées? J'ai parlé à des milliers de gens de cet ordre, et ils sont tous d'accord pour dire que c'est indispensable et qu'on doit arriver à cette réalisation le plus rapidement possible. On vit dans un contexte guerrier qui est une tradition antique et millénaire, et qui nous vient d'un trait de nature de l'homme qui est animal. On a en nous un côté animal, un côté sauvage, un côté... La nature nous a fait pas tellement favorables aux autres hommes, d'accord? Et dans l'espèce, il y a des luttes de domination qui font qu'il est difficile d'admettre qu'on ne doit pas utiliser la force pour dominer un autre être humain et lui imposer ce qu'on veut qu'il fasse pour nous quand c'est notre intérêt de lui faire faire, d'accord? Et donc ça, c'est très difficile à faire admettre, parce que les sociétés, jusqu'à nos jours, leur base, c'est la force. Tous les pays ont été créés avec la force, au moyen de guerre. Les frontières ont été tracées au moyen de guerre. Elles sont le résultat de batailles, de guerres, et c'est ça qu'il faut éliminer. Et c'est dur de franchir ce pas, parce que les plus forts se sont taillés la part du lion, et ils ont des vies qui sont beaucoup plus agréables, avec tout ce que comporte la vie, bien sûr. Il est impossible de vivre une vie sans la moindre souffrance. Ça, c'est un rêve de mystique très élevé, et qui travaillent toute leur vie d'ailleurs pour y parvenir. Hein, toutes les philosophies indiennes nous parlent du nirvana, de l'éblouissement, de la réalisation, hein, de devenir un Bouddha vivant, de ne plus avoir à se réincarner dans l'échelle la chaîne des réincarnations qui nous entraîne dans les passions, les souffrances, les désirs de possession, de dominer les autres êtres humains, de montrer une accumulation de richesses, pour pouvoir acquérir non seulement le matériel, mais aussi l'admiration des hommes, qui sont très sensibles à l'or, aux pierreries, à tout ce qui est, n'est-ce pas, le signe de leur réussite dans le monde de la puissance et de la guerre. Alors, je lis Alexandre de Grand, c'est réellement aberrant de voir les procédés qu'a employé cet homme pour dominer, mais quand on y réfléchit, on se demande si c'est possible d'y arriver autrement, et je pense qu'à son époque, c'était pas possible, étant donné que la terre était en partage entre les plus forts, qui s'étaient octroyé le rang de roi.
par le meurtre en général. Et donc, franchir ce pas de désarmer totalement l'humanité entière et de profiter donc de 15 milliards d'euros par jour, c'est ce que générerait la disparition des armées nationales, c'est ce que coûtent les armées. Tous les jours, les contribuables du monde doivent gagner 15 milliards d'euros pour alimenter les activités des 280 armées nationales qui sont en action actuellement sur la Terre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la création d'une économie unique qui utiliserait une seule monnaie pour tous les échanges industriels et autres dans le monde du travail, les salaires, les échanges, la production industrielle, toutes les productions quelles qu'elles soient, une monnaie, et aussi, ce qui me paraît indispensable, qui est une grande injure pour moi, je trouve une injure psychique importante, qu'on inflige justement aux faibles, c'est la non-accession à la propriété. Je pense qu'un être humain, si on respecte sa dignité, doit accéder à la propriété en naissant. Une propriété qui lui permet d'avoir un logement dans lequel il peut se ressourcer, il peut se retrouver lui-même, il peut prendre conscience, de son esprit, il peut s'en servir, il peut évoluer, il peut choisir des activités qui sont son choix personnel. Il n'a pas à expliquer à qui que ce soit d'autre pourquoi il agit de cette façon. Bon, ça, c'est très important. Et sur cette base, je pense qu'on peut construire une société qui élimine petit à petit les sectes, les partis politiques, toutes les luttes politiques de domination personnelle sur un autre être humain, cette gloriole qui accompagne l'apparition des politiciens avec ce décorum outrancier, d'une richesse qui paraît inhumaine, inaccessible au commun des mortels, avec cette puissance, ce déploiement de force des armées, avec un système policier qui accompagne évidemment le système militaire, parce qu'il faut un système policier pour faire accepter la loi de la force des armées qui ont créé nos pays, tous les pays du monde. Il faut un système policier qui est quand même basé, même si il évolue sur la brutalité. Il n'y a qu'à voir les armes qui sont à la ceinture de notre police. Ils ont un revolver pour tuer, ils ont une matraque pour frapper, ils ont des menottes pour attacher. Il y a donc un système qui est répressif, qui est basé qui fait naître la crainte chez l'être humain et qui lui impose certains comportements. Je pense que la plus efficace des polices est une police qui n'existerait pas si la conscience des êtres humains s'élevait à un tel niveau qu'elle n'était plus nécessaire et qu'ils soient suffisamment spirituels et suffisamment conscients de la façon dont ils doivent se comporter pour ne pas créer de problèmes sociaux et respecter les droits de tous les êtres humains. Évidemment, c'est difficile de contenter tout le monde. Si deux êtres humains, par exemple, sont amoureux de la même femme, il y a un problème qui est dur à résoudre. Et là, c'est une autre paire de manches. On ne peut pas dire on va faire des lois pour résoudre ça, parce qu'il n'y en a pas. Dans le monde du psychisme, de la sentimentalité, des sentiments humains, des attractions amoureuses entre les hommes, il y a tout un jeu cosmique qui fait que l'homme ne peut pas faire la loi. La puissance des énergies est telle qu'il le veuille ou non, il est sujet à la nature et au créateur de l'univers. Et pour lui, c'est un mystère. Pourquoi un homme est attiré par une femme? Je crois qu'ils se leurrent beaucoup sur leurs vrais sentiments, et je crois qu'à la place d'un phénomène naturel qui est l'attraction sexuelle, qui est déclenchée par une énergie cosmique, pour que l'espèce humaine se reproduise, à cette place, ils ont construit tout un tas d'images, de poétique, de sentimentalité. Ils enjolivent un peu l'acte. C'est pas méchant, mais c'est un peu... Il y a une fausseté dans la façon d'embellir
par les artistes, par exemple, l'acte sexuel qui est un acte naturel, qui est hors de la maîtrise des hommes. Un homme, il ne sait pas, en réalité, à part s'il compte l'argent et le pouvoir, pourquoi il préfère une femme à une autre femme. C'est parce qu'on habite le même quartier, qu'on se connaît depuis l'enfance, qu'on fait partie du même milieu social. Mais débarrassé de tout ça, pourquoi on se retrouve fatalement devant une énergie qui est l'énergie de la reproduction de l'espèce, auquel l'homme ne peut pas résister. Il y a un âge dévolu par la nature pour que l'homme et la femme copulent afin de reproduire, d'avoir des enfants. Ça c'est naturel, c'est comme ça que l'espèce continue et qu'elle vit depuis je ne sais pas combien, peut-être peux-tu m'éclairer. Des centaines de milliers d'années pour l'être moderne, l'homo sapiens sapiens, oui. Mais des millions d'années pour nos ancêtres. Voilà. Les hommes, le primate, l'homme de Cro-Magnon, est apparu il y a plusieurs millions d'années, même des centaines de millions. 200 000 ans environ. 200 millions. Le type Cro-Magnon, c'est nous. Oui. Et avant, il y a eu très très loin, le premier primate, c'est les Lémuriens, il y a plus de 60 millions d'années. D'accord. Donc, cette évolution qui existe est peut-être la raison d'être de l'homme, de la vie. Peut-être qu'un jour, nous allons nous élever tellement dans la connaissance que nous avons de l'univers que nous allons pouvoir expliquer les phénomènes de l'univers, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous évoluons, pourquoi nous disposons de plus en plus d'une technologie qui nous permettrait, si nous étions sages, et si nous ne nous servions pas de notre créativité, de notre ingéniosité pour créer des armes de guerre, si nous nous contentions de créer des outils qui améliorent nos conditions de vie, hein, qui améliorent notre bien-être, à ce moment-là, nous agirions beaucoup plus intelligemment qu'en créant des armées et des armes qui nous torturent, qui nous terrorisent, qui nous... N'est-ce pas? On est quand même malheureux. Le fait de l'existence de la guerre, bien que l'homme soit accoutumé, c'est de ça, de cette donnée dont jouent les politiciens, c'est que l'homme est mortel, il doit mourir, donc on s'octroie le pouvoir de la mort et on crée des sociétés en utilisant justement la loi du plus fort. On impose aux gens une façon d'organiser qui découle de l'utilisation du droit que s'octroie le politicien régnant, c'est-à-dire le chef d'État, a le droit d'organiser des guerres et de faire tuer des êtres humains en récompensant d'autres pour les tuer, du moment que c'est pour le bien du pays, pour l'agrandir, pour agrandir les frontières, nous connaissons ça, puisque c'est notre histoire, le jeu des frontières, de l'agrandissement des pays, des nations dominantes, la Russie, l'Amérique, hein, l'Europe maintenant, on a agrandi les frontières, on est retourné à cette Europe d'Alexandre le Grand, qui était une Europe qu'il a créée l'épée à la main. Hein, il est parti de Péla en Macédoine en étant un petit roi qui possédait la Macédoine en héritage de par son père Philippe, et il s'est retrouvé à la fin de sa vie avec l'Asie, l'Égypte, les Indes. Enfin, il avait procédé à une conquête magistrale militairement et qui était très importante au point de vue territorial. Il est parti avec un mois de solde pour son armée de 30 000 hommes, et quand il est mort à 33 ans, très jeune, il possédait, c'était quasiment incalculable, les mines qu'il avait d'or, d'argent, de diamants, enfin de les biens qui s'étaient appropriés et qui... Donc voilà, on en revient avec les grands blocs, on en revient avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Europe, avec la Russie, on en revient à... On a créé des blocs extrêmement puissants qui ne veulent pas entendre parler d'une alliance internationale unique et d'une loi unique ou d'une économie unique.
le but actuel de toutes les actions de ces blocs, c'est de réussir à être l'union dominante. Tu es d'accord? Tous les actes, toutes les lois qu'ils promulguent, tous les perfectionnements techniques auxquels ils procèdent, tout aboutit et tout est destiné à faire dominer les Chinois, à faire dominer les Russes, les Américains, les Européens. Tous ces blocs essaient de dominer les autres blocs. Ils n'essaient pas de s'allier en accordant les mêmes droits à tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines. Bon, déjà, il y a les classes sociales qui représentent un grand problème actuellement. On parle d'évoluer. Bien sûr, l'éducation dans les pays socialistes comme la France, actuellement, même, bon, enfin c'est quand même à partir de la révolution de mai 68 que l'éducation nationale a procédé à une démocratisation sérieuse de l'enseignement. Auparavant, c'était réellement un élitisme de classe et la classe bourgeoise et aristocratique était très privilégiée par rapport à la classe prolétarienne qui ne pouvait pas parvenir à assumer le coût des études pour leurs enfants, en général. Tu es d'accord? Oui. C'était très difficile pour un ouvrier père de 3 ou 4 enfants de les envoyer les 4 à l'université, les habiller, leur procurer un logement, payer l'université, c'était assez cher. Bon, maintenant... c'est toujours difficile. Hein? C'est toujours difficile pour c'est difficile les pour enfants d'ouvriers. Oui, c'est pour certaines classes, mais ça s'est quand même amélioré. Oui, oui. À partir de mai 68, ça s'est amélioré. Bon, ça s'est fait dans la violence. Il y a d'autres moyens de procéder, et moi je pense que le meilleur moyen de procéder est de faire de chaque être humain le maître de son destin en organisant des référendums planétaires qui demandent à tous ceux qui sont en âge de voter pour se prononcer sur des questions, de simples questions, où la majorité fera loi de par sa réponse, qui sont des questions que toi tu peux trouver, que moi je peux trouver, que n'importe qui peut trouver, que ces questions soient présentées à un conseil qui décide que la question est pertinente et qu'elle doit être traitée par le référendum planétaire qui doit y apporter une réponse. Voilà. Et je pense que c'est le meilleur moyen. On n'a pas à employer la force, la violence, qui sont des systèmes qui sont... C'est réellement atroce quand on voit cet événement, cette adolescente et cet adolescent qui ont été tués à coups de marteau et de couteau par d'autres adolescents mineurs, et qu'on en arrive là, de nos jours, avec quand même toutes pas la politesse, on peut qualifier qu'on fait partie d'une nation civilisée tout de même. On n'est pas, on n'en est plus autant où on prend des armes et on charge l'autre en hurlant. Quoique, dans la vie de tous les jours, on est victime et on a à faire face à des agressions, ne serait-ce que des agressions de voisinage, qui sont quelquefois extrêmement désagréables de par le comportement des êtres humains les uns vis-à-vis des autres. Certains ont des comportements injurieux, ils ne sont pas, tu es d'accord? Oui. Ils ne sont pas réellement polis. Donc moi je pense que le système, ce que je voulais développer, un peu par rapport à ce que j'ai écrit pour lancer ce site, je pense que plus nous serons nombreux et plus nous serons alliés et plus nous travaillerons pour la création de ce référendum planétaire, plus nous pourrons approcher de la création d'une société qui représente réellement et qui respecte les droits de l'homme et qui tient compte des besoins, pas que des besoins élémentaires de l'homme, mais aussi de ses aspirations les plus profondes, les plus spirituelles, qui sont son droit au bonheur. Un homme a le droit de vouloir, d'aspirer à un bonheur spirituel de haut niveau. Il n'est pas obligé de se contenter de spectacles débiles, à l'eau de rose, et comme il y en a des milliers sur les télévisions populaires, il peut exiger qu'on lui laisse vivre une vie de l'esprit, voilà, une vie, oui, une vie personnelle, une vie intérieure, et qu'on n'ait pas à interférer avec ce qu'il vit, lui. Qu'on le respecte. Voilà.
Et ce respect me paraît élémentaire. Et donc, je pense qu'on ne peut y arriver que par il faut que la majorité réponde à des questions comme l'accession à la propriété. Ça me paraît élémentaire qu'un être humain est un endroit dont il ne puisse pas être délogé, même s'il tombe malade ou s'il lui arrive quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison pour qu'il se retrouve dans la rue comme une bête, hein, sans ressources. Or, bon, en France, théoriquement, tout le monde est à l'abri de ça, mais c'est quand même assez théorique. Il y a des gens qui sont victimes socialement et qui se retrouvent dans des situations réellement précaires et qui sont angoissantes. Alors, à partir du moment où il est angoissé du matin au soir, son cerveau fonctionne mal, tu es d'accord? Et donc, c'est à travailler. Et donc, il faut qu'on s'allie, il faut que les êtres humains du monde entier prennent conscience que c'est possible d'organiser un bon système et que le meilleur moyen, c'est l'universalisme. Il faut que le système, que les lois soient uniques pour tous les êtres humains. Il ne faut pas qu'un pays fasse des lois qui fassent de ses ressortissants, de ses citoyens, des personnes privilégiées de l'humanité. Il ne faut pas qu'il y ait de privilèges, il ne faut pas qu'il y ait de favoritisme, il faut que tous les êtres humains naissent avec des droits individuels respectés et que ces droits soient matériels autant que spirituels. Il ne faut pas négliger le côté qu'un être humain a le droit de vivre confortablement. Il n'a pas à vivre une existence de sauvage, on n'est pas des bêtes, on a droit au confort, on a droit à avoir chaud l'hiver, on a inventé des machines, c'est très facile d'avoir accès à l'énergie, à la nourriture, aux vêtements, tout ça c'est... Bon, maintenant la médecine a fait des progrès colossaux. Hein, je pense que il faut s'atteler sérieusement à la création d'un système unique, universel. Et pour ça, il faut se réunir, il faut parler, il faut écouter les autres, et il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice, et que cet édifice se construise. Et même si ça prendra du temps, il faut quand même y travailler tous les jours, ne serait-ce que par le fait d'avoir conscience que c'est possible, que la paix existe, et que cette base de paix, d'économie unique et d'accession à la propriété soit un droit élémentaire à respecter pour chaque être humain. Voilà, je me suis un peu pas étendu, je pense qu'après, quand cela sera réalisé, je pense qu'il est inutile que les partis politiques et les sectes existent et qu'il est suffisant de faire gérer les intérêts de chaque profession par les hommes qui ont prouvé qu'ils exerçaient ces professions avec le plus d'habileté, d'accord, oui, et de qualité dans le travail, et qu'ils fassent leur place tout simplement en prouvant qu'ils sont les meilleurs, parce qu'ils prouvent qu'ils sont les meilleurs en travaillant mieux, sans organiser des conflits physiques et en faisant planer des menaces sur les autres. Certains êtres humains travaillent mieux que les autres, certains sont capables de créer le robot Curiosity qui se pose sur Mars. Voilà, donc on est obligé d'accepter que ces hommes existent et qu'ils sont respectables et qu'ils sont plus aptes que les autres à gérer les intérêts, même matériels, et les budgets de leur profession. Que les sportifs s'occupent du sport et que les cosmonautes s'occupent de diriger les vaisseaux spatiaux et que les ingénieurs s'occupent de les construire. Mais que chacun reste à sa juste place. C'est vrai qu'on peut s'intéresser à tout, et tout est intéressant, mais je pense que c'est tellement... Il faut tellement de travail pour parvenir soit à poser un vaisseau spatial en étant cosmonaute, soit à le construire, qu'il y a tout de même un besoin d'exigence, de très grand, de qualité, hein, et une éthique, une exigence dans le monde du travail. Et que c'est ça qui doit être primordial. Que l'homme doit faire sa place dans la société, il doit avoir un certain nombre d'éléments de base qui font qu'il est totalement sécurisé, qui sait que personne ne l'agressera physiquement,
que la guerre n'existera plus jamais, que les conflits, parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi, qui peut te tomber dessus dans la rue, te prendre ton portefeuille dans la poche, des gens qui sont plus forts physiquement, ça existe, il y en a plein. Même les forts ont toujours plus fort qu'eux. Il suffit qu'ils soient 2 contre 1 et voilà. Donc il est indispensable de créer au moins une base de loi qui fait que la sécurité existe et que tous les êtres humains ont le droit de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, maintenant, la place, l'élévation sociale, elle doit se faire de par la qualité du travail de chacun, en exigeant que personne ne gêne l'autre dans l'exécution de celui-ci, du travail. Ça, c'est une exigence à avoir. On doit exiger de respecter l'autre quand il veut travailler. Il doit pouvoir travailler en toute tranquillité sans que qui que ce soit le gêne. Et je pense que c'est cette qualité dans le travail qui fera qu'on parviendra aux plus grandes réalisations. Et il faut pour cela être débarrassé totalement de la brutalité et de la violence, qui est un élément, certes, naturel, qui existe chez les animaux, qui existe chez les hommes, puisque tout est à base de guerre dans les sociétés actuelles. Aujourd'hui, en Syrie, 300 personnes sont mortes, des enfants, des vieillards, c'est atroce. En France, les voyous font pas la loi dans Paris. C'est des quartiers qui sont très sécurisés, mais pas tous les quartiers. Voilà, c'est ça. Le drame, c'est que certains quartiers ont un système policier qui permet aux habitants de ce quartier d'être tranquilles, et d'autres, ils sont beaucoup moins tranquilles. Quand ils descendent dans la rue, ils peuvent être agressés, il peut y avoir une bagarre comme il y a eu là à Chirol il y a quelques jours. Donc bon, il y a beaucoup de travail à faire, et je pense que le premier travail, c'est de créer, d'avoir conscience que un référendum planétaire, l'utilisation du référendum planétaire est une bonne façon de procéder à l'évolution, parce que un référendum planétaire demande chaque être humain qui fait partie de l'humanité, il apporte son concours à la décision finale, puisqu'il a le droit d'émettre une opinion pour ou contre. Et donc, ma société de Pour que la paix existe, avec mon tour du monde, c'est fait pour informer les gens que c'est possible, tout simplement. Voilà. C'est une utilisation médiatique d'une performance sportive pour informer un maximum de gens que c'est possible et qu'ils entrent dans une dynamique d'action au lieu d'être toujours négatif, de se dire non, c'est pas possible, c'est de l'utopie, c'est trop compliqué, c'est trop élevé, on comprend pas. C'est très simple en fait, puisqu'il suffit que tous les êtres humains se prononcent sur des questions élémentaires qui feraient que la base, l'édifice social serait un édifice qui est construit pour toujours, qui peut évoluer certes, mais qui est construit pour toujours sur des bases vraies, solides. Et les sociétés actuelles ne sont pas construites sur des bases raisonnables et solides. C'est absurde. Les modes vestimentaires, c'est excessif. Bon, qu'il y ait des modes, mais que ce soit considéré comme un jeu, d'accord, oui. Comme une forme de plaisanterie, de délassement, d'humour, d'accord. Mais comment tu vois l'organisation de ce vote? L'organisation du vote, il faut d'abord que les États se mettent d'accord pour l'organiser, parce que la structure pour voter existe. La plupart des pays, 99% des pays qui gèrent les intérêts des nations actuellement, les systèmes comportent un système électoral qui pourrait être utilisé, ainsi que le système médiatique pour informer que cette élection pourrait avoir lieu. Donc à partir du moment où toute l'humanité, l'ensemble de l'humanité est informée que le référendum est possible, on peut l'organiser. Il suffit que tous les chefs d'État décident de participer. Tu comprends? D'accord. Si tous les chefs d'État sont d'accord pour participer efficacement, avec l'outil dont ils disposent, qui est l'État, à ce moment-là, le référendum est possible. La France, si elle veut demain matin poser les questions que je viens d'énoncer aux Français,
demain matin, les Français se rendent aux urnes, comme ils se rendent aux urnes pour voter pour un politicien, et ils votent pour l'élimination des armées, pour la création d'un système économique, pour l'accession à la propriété, oui ou non, c'est tout. Le soir, quand ils ont voté, ils reviennent chez eux, ils votent tous, et ce système dans tous les pays du monde, et voilà. Et on sait, avec Internet, on comptabilise et on sait. Il s'agit de convaincre les gouvernants. Voilà. Mais est-ce qu'on peut agir par Internet à un certain niveau de vote qui pourrait influencer les gouvernants? Ah non, c'est les chefs d'État, il faut les influencer il faut les amener à admettre que c'est l'intérêt de leurs citoyens que de vivre un tel système et d'être organisés de cette façon, et que c'est un intérêt supérieur, qu'ils seront plus heureux, que matériellement ils seront plus riches, qu'ils auront accès à une vie, à une sécurité, et que la précarité disparaîtra. Énormément de criminalité et de délinquance est due au fait qu'ils vivent dans des situations de précarité, ils sont comme des bêtes. Mais on est obligé de parler d'utopie comme il y en a eu, qui n'ont pas marché. Oui. Et donc il y a le chat échaudé, craint l'eau froide. Oui. Donc il s'agit de convaincre par bouquin, par Internet. Il s'agit de communiquer l'idée déjà à ton niveau. Au niveau déjà le petit clip que nous sommes en train de faire, je vais le mettre sur mon site Internet, et les gens pourront le voir. S'ils veulent le voir et écouter, évidemment c'est pas drôle comme de voir Lady Gaga en train de tortiller du bassin comme ça sur les scènes internationales, super sexy, en chantant tut 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 tut. C'est beaucoup plus amusant d'ailleurs. Ça séduit sûrement beaucoup plus que de voir un barbu parler de l'évolution de l'humanité, mais bon. Puis je dirais qu'il y a deux choses nouvelles peut-être quelque part qui n'avaient pas eu lieu dans l'histoire avant. C'est qu'il y a une mondialisation des forces, des États les plus puissants, à tel point qu'on imagine mal une guerre entre puissances. Plutôt des petites guerres, comme il y en a en Syrie, si on peut dire des petites guerres. Malheureusement, ils tirent encore des bénéfices importants du commerce des armes qu'ils font avec ces petites nations, qu'ils arment en échange de matières premières, parce qu'ils prennent la possession des mines, etc. Donc ça joue encore, et ça jouera tant que ça sera possible. On aura du mal à organiser un référendum planétaire. Parce que les grandes puissances, elles font pression quand même sur ces petites puissances, puisqu'elles en sont les maîtresses avec l'armement. Hein. Quand un chef d'État peut s'acheter plusieurs milliards de mitraillettes, de fusils, d'avions, etc., il peut asseoir son pouvoir sur une puissance, une force. C'est quand même très important. Oui. Puis l'autre point que je voulais te dire, la mondialisation d'abord, c'est une situation nouvelle. Par rapport à l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été en interconnexion aussi puissante par la technique aussi, l'ordinateur et l'évolution vers le confort moderne démocratique, à un certain degré au moins démocratique. Et il y a l'autre point qui est nouveau, c'est que beaucoup pensent qu'on est... on va dans une direction rapidement autodestructrice, par la pollution, dont de l'argent, dont... Parce qu'il y a un manque total de respect de la volonté de la majorité. La majorité ne veut pas être organisée comme elle l'est. Elle réprouve la violence, les guerres, et pourtant, sur Terre, c'est ce qui fait loi, le jeu des alliances internationales et des hommes qui détiennent la production des armes font le jeu des puissances des nations et le jeu du financier. Hein, toutes les bourses du monde fonctionnent en s'appuyant sur des systèmes militaires nationaux. Par rapport aux minerais, par rapport au pétrole, par rapport à d'autres minerais, et par rapport aux usines où il y a un travail qui est très dur, que les riches ne devraient pas faire. Mais c'est un peu une moquerie, parce qu'actuellement on en est arrivé à une évolution de la machine qui permettrait, dans une certaine mesure, de produire presque
tout l'essentiel de la production industrielle pourrait se faire sans l'intervention d'ouvriers. On fait faire le travail par des ouvriers parce que le patron, l'industriel qui met le produit manufacturé sur le marché, d'accord, il gagne plus avec la manutention humaine qu'avec une mécanisation. Hein, tu comprends? L'automatisme. Oui, l'automatisme. L'automation, ce qu'on appelle. Oui, les usines. L'usine automatique, c'est l'automation. Les usines Cadillac, elles ont fait. Elles produisent des voitures sans l'intervention d'un ouvrier, pneus, tout. Textiles et autres. Oui, oui, les tissus, c'est. Maintenant. Pour extraire les minerais difficiles, il faut un travail humain, forcément. Il y a la technique, mais oui, l'automation dans l'extraction des minerais profonds, comme c'était le cas avec le charbon, le fer, c'est pas facile, la machine toute seule, quoi. Oui, il faut un encadrement humain, ouais. Mais on pourrait aider l'homme avec des machines en investissant beaucoup plus. Si, par exemple, les budgets militaires n'existaient plus, on pourrait utiliser une partie de ces budgets pour aider le monde ouvrier à ne plus réaliser des travaux aussi durs que ceux qui sont obligés de réaliser actuellement. Oui. On pourrait les soulager énormément, énormément. Le Japon produit des usines robotisées, entièrement robotisées, clé en main. Oui. Tu achètes l'usine, tu tournes la clé et l'usine démarre. Tu mets les matières premières là où il faut et sort une voiture. Il n'y a plus que la réparation, le problème de la réparation des pannes. Réparation des machines, voilà. Il faut des ingénieurs avec qui soient présents pour, au cas d'une panne, il faut qu'ils interviennent immédiatement. Changer des pièces. Comme tout s'use. Mais